Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau test sur le jeu vidéo Marvel Rivals, le jeu qui va tenter de réunir à la fois les fans de Marvel et les fans de Hero Shooter. Alors cette union va-t-elle donner naissance au successeur d'Overwatch dans le genre du Hero Shooter, ou bien va alors finir en divorce et perdre la garde des joueurs? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo test. Mais Marvel Rivals, ça sort d'où? Ça sort tout droit des fourneaux chinois des développeurs de NetEase. Annoncé en mars 2024 et après une alpha fermée et une bêta semi-ouverte, le jeu sort enfin en fin d'année 2024. Le concept est d'utiliser l'univers bien connu de Marvel pour proposer un jeu dans le genre du Hero Shooter Games as a Service. Et je dois dire qu'à son annonce, le jeu m'était passé un peu au-dessus de la tête. Enfin surtout parce que j'étais en train de propager la liberté dans toute la galaxie à coups de frappe orbitale et de lance-flammes pour purger les hérétiques antidémocratiques. De voyager à travers la galaxie. Je m'emballe un peu. Pour résumer, je n'étais pas spécialement intéressé par le jeu, et ce n'est qu'au moment de la bêta qui a eu lieu début août que j'ai pu visionner quelques vidéos de gameplay et que le jeu titilla mon intérêt. Puis petit à petit, le jeu me captiva, j'enchaînais les VOD et les streams, et en fin de compte, j'étais devenu complètement accro. Je n'avais plus qu'une envie, c'était d'y jouer pour poser mes mains dessus et maîtriser mes héros Marvel préférés, dans ce jeu qui s'annonçait clairement comme une contre-offre à Overwatch, le roi tombé en disgrâce par les joueurs depuis la sortie de son deuxième opus. Et à l'heure où j'enregistre ces lignes, Marvel Rivals a atteint les 20 millions de joueurs inscrits et maintient son nombre quotidien de joueurs connectés à 400 000 sur Steam depuis son lancement début décembre. Il a même atteint un nouveau record avec 600 000 joueurs connectés simultanément pour la sortie de sa saison 1. Et ça, c'est uniquement sur Steam. Les critiques sont très bonnes et surtout aucune polémique n'est venue entacher le jeu. Mais qu'est-ce qui explique un tel succès ? Eh bien, avant d'analyser dans ce test les qualités intrinsèques du jeu qui peuvent expliquer sa réussite commerciale et critique, j'aimerais revenir sur un point, une idée toute simple du jeu qui a déjà été évoquée plus tôt dans ce test, l'association de l'univers Marvel à celui du Hero Shooter. Cela peut sembler évident au risque d'enfoncer une porte ouverte, et pourtant quand on y réfléchit, c'est une putain de bonne idée. Pour commencer, qu'est-ce qu'un Hero Shooter? Qu'est-ce qu'un super-héros? Faisons comme tout le monde, et regardons sur Wikipédia. Un Hero Shooter est un sous-genre du jeu vidéo, apparenté au jeu de tir. Il met en avant des personnages héroïques que le joueur peut incarner et qui peuvent utiliser des capacités et des armes qui leur sont propres. Nous allons garder ici les notions de personnages héroïques et d'utiliser les capacités en armes qui leur sont propres. Autrement dit, jouer des personnages d'exception, ce qui est souvent la base d'un héros de jeu vidéo. Mais revenons à nos définitions, et cette fois-ci de super-héros. Un super-héros est généralement un type de justicier costumé qui se distingue par des capacités hors du commun. Un super-héros possède au moins deux des quatre caractéristiques suivantes, les deux dernières étant très souvent liées. Des capacités extraordinaires, une double identité, un équipement, arsenal ou autre, le port dans le cadre de ses aventures d'un costume distinctif. On retrouve des notions communes, celles d'individus aux capacités hors normes et l'aspect distinctif entre les super-héros, qui, pour les besoins du marché du comics, doivent être singuliers et différents pour créer de la variété dans les situations et les histoires. Ainsi, sans rien toucher, le genre du hero shooter et celui du super-héros sont par nature compatibles, car partageant la même nature, la même colonne vertébrale, ils fonctionnent à l'aide du héros extraordinaire et distinctif. C'est le nerf de la guerre pour les deux marchés. Ils ont besoin de cette ressource similaire pour assurer un certain succès. Si tes héros sont pourris, alors tu vas te manger un gros râteau. Que ce soit pour l'intérêt de tes histoires en tant qu'auteur de comics, que pour le gameplay et la diversité de ton roster en tant que développeur pour ton hero shooter. Dans les deux cas, tu as besoin de personnages charismatiques et intéressants. Alors quand tu prends un genre extrêmement populaire du jeu vidéo, le hero shooter, et que tu l'associes avec la marque de super-héros la plus appréciée de ces 25 dernières années, tu obtiens inéluctablement un joyau qui attise toutes les convoitises. Mais pour parvenir à le sertir sur la plus belle des couronnes et devenir le successeur des plus grands rois du genre, la seule possession d'un tel joyau ne suffit pas. Alors est-ce que Marvel Rivals, au-delà de sa proposition extrêmement séduisante, a-t-il les qualités requises pour devenir l'héritier spirituel d'Overwatch? La réponse, tout de suite, dans ce test. Marvel Rivals est un hero shooter multijoueur Games as a Service, sorti le 6 décembre 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Free-to-play avec des microtransactions de personnalisation cosmétique. Actuellement sur sa saison 1, à l'heure de l'enregistrement de ces lignes, une connexion internet est requise pour jouer, et enfin ce test est effectué sur PS5 car j'ai un ordi de merde qui plante et comme je n'ai pas envie de faire ingénieur informaticien pour faire ce test, ce sera sur PS5. Alors à l'heure où j'écris ces lignes, que propose Marvel Rivals? Le jeu vous propose des parties en PvP à 6 contre 6 où chaque membre des deux équipes choisit un héros Marvel pour s'affronter dans différents modes de jeu. Vous avez des matchs rapides et le mode classé avec des rangs et de la compétition. Ces modes de jeu sont la domination, qui consiste à capturer une zone spécifique située au milieu de la carte et de la tenir jusqu'au seuil maximum de capture.
La zone sera bien entendu disputée par les deux équipes. Nous avons ensuite le mode convoi qui consiste à escorter un objectif jusqu'au bout du circuit pour une équipe et de l'en empêcher pour l'autre. Le mode convergence qui lui est une fusion des deux précédents, l'équipe attaquante doit capturer une zone qui débloquera alors un convoi qu'il conviendra d'escorter jusqu'au bout de la carte. Pour terminer, nous avons un mode chacun pour soi appelé le Fatally Match, qui consiste en un Battle Royale rapproché. Enfin, la conquête, qui consiste en un match à mort classique entre les deux équipes. Comme vous le constatez, ces 5 modes de jeu n'ont rien d'originaux, on les retrouve dans tous les héros shooters du genre. Bien qu'il soit dommageable de ne pas avoir de mode qui sortent un peu du lot pour distinguer un peu plus le jeu de la concurrence, surtout vis-à-vis du bébé de Blizzard, cela n'empêche en rien l'efficacité de ces derniers. En effet, ils sont tous fonctionnels et bien équilibrés pour ne pas créer de frustration et ne pas gâcher notre expérience de jeu. C'est un peu comme visiter une nouvelle maison mais dans nos chaussons habituels. On avance en confiance et on est en terrain presque connu. Car oui, il vous faudra tout de même apprendre 2-3 nouveaux éléments pour apprivoiser Marvel Rivals. Et pour apprendre, des parties personnalisées sont aussi proposées ainsi qu'un mode didacticiel et un mode terrain d'entraînement pour maîtriser toujours plus vos personnages Marvel préférés. Et ces personnages, parlons-en. 33 personnages au lancement du jeu, dont 18 duellistes, 8 avant-gardes et 7 stratégistes. On peut tout de suite noter le déséquilibre assez sévère entre duellistes et les deux autres classes. Un déséquilibre qui, je l'espère, sera moins prononcé à l'avenir, car cela a des répercussions sur la composition des équipes, où on se retrouve souvent avec 4 DPS, un tank et un healer. Et je peux vous dire que dans le chat, le healer, il va prendre tarif. Il faut aussi prendre en compte la popularité des héros et des classes. Attention, je vais ici parler de leak, mais Ultron va arriver dans le jeu. Beaucoup espèrent le voir en DPS ou en tank, alors que spoiler, il va arriver en tant que stratégiste. Et c'est normal car on ne peut pas avoir 80 DPS avec 20 tanks et healers en fin de vie du jeu. Et c'est là l'un des défis que Marvel Rivals devra surmonter, car l'univers Marvel c'est avant tout des guerriers, des combattants pour combattre des super vilains et les forces du mal. Donc pour avoir des supports, il faudra bien adapter des personnages dans ce rôle. Quoi qu'il en soit, pour un lancement, le jeu propose une pléthore de personnages avec un nombre bien supérieur à ses concurrents. Et on y reviendra, mais l'ensemble des personnages sont malgré la quantité, tous très qualitatifs. Pour l'heure, le casting est très diversifié, tirant parti de tous les microcosmes que propose la Maison des Idées dans son univers, que ce soit du street level avec Punisher et Iron Fist, du Spider-Verse, du cosmique, de l'Asgardien, en passant par les incontournables Avengers et X-Men. On part même dans du loufoque avec des héros gags que sont Squire Girls et Jeff le requin, des personnages très axés sur l'humour, mais surtout très confidentiels. Et c'est là l'un des atouts de Marvel Rivals, être capable de mettre à l'honneur des héros méconnus ou beaucoup moins populaires dans son casting. Cela aurait été bien plus vendeur de proposer des Cyclopes, Daredevil, Fatalis et Gambit à la place de Penny, Moon Knight, Luna Snow et Jeff. Et pourtant, ils ont choisi ces personnages moins connus pour faire briller le jeu et arpenter les cartes de Marvel Rivals. Concernant les cartes, le jeu propose au lancement 3 cartes domination, 2 cartes convoi, 3 cartes convergence et une carte conquête. Soit 9 cartes dans 4 décors différents, 3 dans Tokyo 2099, 2 à X-Guard, 2 à l'Empire Galactique du Wakanda, et une dans la base de l'Antarctique de l'Hydra et une map sur Clintar, la planète des symbiotes. Autant le nombre de cartes est très honorable sans être incroyable, c'est plus le nombre d'environnements qui laisse clairement à désirer. On fait rapidement le tour et la lassitude des cartes vient plus rapidement que celle des personnages. Car il est plus facile de passer 10 heures sur un personnage pour le maîtriser que sur une carte où on finit par avoir le sentiment de refaire en boucle la même chose. Fort heureusement, la saison 1 apporte déjà son lot de nouvelles maps et de modes, et ceci seulement un mois après la sortie du jeu. C'est donc un défaut qui tend à se résoudre rapidement avec le temps, et ce qui est très positif pour le jeu. De plus, l'univers Marvel ne manque clairement pas d'endroits iconiques et variés pour proposer toujours plus d'environnements atypiques. N'hésitons pas à proposer plus qu'un simple copier-coller des comics, on pouvait s'attendre par exemple à un New York classique, en ruine et de jour, un peu comme dans le film Avengers 1. Mais ils ont choisi d'en faire le théâtre du combat contre Dracula, où celui-ci transforme New York en sa nouvelle capitale de son royaume de la nuit. De même pour Asgard qui se transforme en X-Guard, car Loki a obtenu la régence du royaume. Ou de l'univers futuriste 2099 qui croise le chemin du Spider-Verse avec la toile du destin et le tisseur. Les propositions peuvent plaire ou non, on ressent néanmoins ici une volonté d'offrir plus qu'une simple vitrine Marvel supplémentaire. Qu'il y a eu de la recherche pour soumettre une vision artistique différente et se différenciant dans cette énorme industrie super-héroïque. Ce sont d'ailleurs ces environnements novateurs qui permettent de justifier des mécaniques intéressantes propres à chaque carte. Ce qui me permet de parler de level design de ces maps et de leur mécanique, qui au niveau de leur conception ne révolutionnent en rien le genre. Les modes convoi et convergence reprennent la structure d'un couloir principal et de chemins secondaires pour contourner et flanquer. Comme pour le mode domination, qui comprend une salle centrale où se situe le point de capture, qui est entouré de multiples salles à sa périphérie et de couloirs étriqués. Exception faite de la carte Fatally Match,
le Sanctum Sanctorum abandonné, qui est une pépite de level design à l'ambiance excellente. Les portails et fissures dimensionnelles rendent tellement bien qu'ils subliment le mode très classique qui est le chacun que pour soi. Et justement, là où les cartes de Marvel Rivals sortent du lot, c'est grâce à leurs interactions environnementales. Car l'histoire des cartes justifie la présence d'éléments interactifs spécifiques à chaque niveau. Les cartes de X-Guard régénèrent les éléments destructibles pour souligner les illusions de Loki. Les symbiotes, eux, réagissent sur la carte de Clintar pour former murs et ponts. La magie de Dracula permet de reconstruire les ruines de New York pour changer le level design de la carte. Tout cela renforce l'identité des cartes mais leur donne aussi un côté plus tactique. Elles possèdent toutes la mécanique de destruction, et une destruction très réussie, tant sur le côté technique que mécanique. Grâce à elle, on ressent vraiment la puissance de nos personnages. Exploser les murs avec Iron Man, vaporiser les édifices avec Scarlet Witch, le feedback est excellent et participe à l'immersion du jeu qui nous fait incarner des héros surpuissants. Mais ça permet aussi de redessiner les cartes pour nous avantager ou désavantager l'équipe adverse. La destruction étant très bien équilibrée pour conserver la structure globale du niveau et pour être suffisamment impactante sur la partie. Sa destruction procédurale permet aussi plus de créativité, comme détruire des couverts pour l'adversaire ou se frayer un chemin pour les assassins. Le jeu propose une vision d'aigle pour vous permettre d'identifier toutes les zones destructibles. Une excellente mécanique qui vient donner un coup de fouet à des structures de map un peu ronflantes, bien qu'efficaces comme dit plus tôt. Autre chose d'efficace, c'est la prise en main du jeu. On est tout de suite à la maison du genre hero shooter. C'est fun, dynamique, et la vue en troisième personne ne cache rien au jeu et permet une meilleure lecture de vos sorts et compétences. Et les commandes répondent bien dans 99% du temps. Vous avez des compétences actives et passives, ainsi qu'une capacité ultime pour chaque héros. Mais Marvel Rivals propose encore une fois quelques éléments bien distinctifs pour essayer de se démarquer de la concurrence. Tout d'abord, la mécanique d'association. Elle consiste à donner des bonus de statistiques et des compétences supplémentaires aux héros selon les team-up, préétablis par le jeu. Par exemple, si tu joues Spider-Man et qu'un allié prend Venom, alors l'association s'active. Venom obtient un bonus de PV, tandis que Spider-Man obtient une nouvelle compétence symbiotique. Avec le duo Wolverine-Hulk, ce dernier peut projeter notre Canadien préféré pour surprendre l'adversaire ou atteindre des ennemis en hauteur. Et il existe une quinzaine d'associations qui viennent enrichir le jeu dans la création d'équipe. Et voir certains héros s'associer pour combattre ensemble en tant que fans de Marvel, ça ne peut que nous faire kiffer. Cette distinction passe aussi par l'intégration de héros entièrement volants, possédant la faculté de rester dans les airs indéfiniment. Vous voyez Farah dans Overwatch? Eh bien Iron Man c'est pareil, sauf qu'il reste 100% de son temps dans les airs. Les maps et les affrontements sont ainsi bien plus verticaux, et la supériorité aérienne devient alors un véritable enjeu lors des affrontements. Le bémol, c'est qu'il n'y a pour l'instant que 2 héros volants, on espère en voir plus à l'avenir, et certaines cartes possèdent des murs invisibles vraiment pas nécessaires qui bloquent un peu la progression de ces personnages-là, et c'est un peu dommageable. Les attaques au corps à corps sont aussi bien plus qu'une bête attaque ponctuelle, mais bien une capacité dissociée du reste du kit du personnage. Par exemple, Magic attaque avec un pommeau, alors qu'elle a déjà des attaques au corps à corps avec son attaque principale. Moon Knight peut lui repousser les ennemis avec son enchaînement de tonfa, et la lame de Hawkeye peut dévier les projectiles, entre autres exemples, ce qui rajoute un peu plus de profondeur à chaque personnage du casting. Autre différence, on ne peut pas s'accroupir, vous allez devoir assumer votre présence jusqu'au bout dans toutes les parties. Concernant le casting, la première chose que l'on peut dire, c'est que c'est le principal point fort du jeu. Et quoi de plus normal quand il repose sur les héros Marvel? Mais encore faut-il que leurs pouvoirs soient bien retranscrits en jeu. Et c'est totalement le cas. Quand je lance une partie, j'ai tout simplement l'impression de jouer Iron Man, Mister Fantastic, Strange et Loki. Non seulement ils se jouent différemment, renouvelant l'expérience de jeu, mais chacun des kits de sorts sont réussis pour te donner le sentiment de jouer ton héros favori. Cependant, il faut rester lucide. Tous les personnages ne sont pas 100% réussis, et on peut dessiner des catégories de héros qui tendent vers un gameplay similaire au sein même des classes proposées par le jeu, surtout chez les DPS, ce qui est normal compte tenu de certaines capacités similaires entre les héros et du nombre important de ces derniers. Les avant-gardes sont les tanks du jeu, là pour contenir la pression et créer de l'espace, pilier sur lequel repose l'équipe. C'est la classe à mon sens la plus équilibrée, ni trop fort, ni trop faible, et possédant des héros assez techniques à maîtriser, comme Thor ou Hulk, mais diablement puissants si maîtrisés avec succès. C'est toujours un plaisir de fracasser un adversaire avec Hulk, ou d'envoyer un météore avec Magneto. Et les tanks sont assez variés avec les tanks dits de ligne, de position ou de dive. Cependant, c'est clairement le rôle le moins désiré par les joueurs en général, préférant jouer dueliste. Et comment leur en vouloir tellement le casting de dueliste est fourni et regroupe de nombreux héros populaires. Ce sont les attaquants de l'équipe, ceux qui mettent la pression, qui contournent et achèvent les ennemis. Le roster propose pour tous les goûts, de l'aérien, de l'assassin, du tireur, du mêlé, du zoneur, du fils de Pardon. Et les capacités ultimes sont tous très vite devenus des PTSD ambulants.
Judge, Jury, Executioner! Les stratégistes quant à eux sont les soigneurs, là pour soutenir l'équipe qui va prendre les objectifs et anéantir les joueurs adverses. Ils sont très puissants et font facilement la différence, permettant de temporiser ou de renverser un combat perdu d'avance. Cependant, c'est la classe avec les moins bons ultis. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont trop similaires. Je pense notamment au Quatuor, Mantis, Luna, Suzanne, Dagger, qui proposent toutes des grosses zones de soins, alors que Rocket, Jeff, Loki et Adam proposent des ultis bien plus intéressants selon moi. De plus, le temps nécessaire pour charger une capacité ultime est vraiment trop court côté stratégiste. En 30 secondes, tu peux avoir ton ulti, l'activer sur l'objectif et recommencer ad vitam aeternam, ce qui bloque sans arrêt le jeu pendant des dizaines de secondes. Dans une moindre mesure, c'est le cas de tous les ultis du jeu, excepté ceux des tanks, car ces derniers ne faisant ni heal ni dégâts en grande quantité, de fait ils les obtiennent plus rarement. Ce qui rend les combats bien trop dépendants des ultis et pas assez aux compétences individuelles selon moi. Encore une fois, les ultis sont plutôt équilibrés, c'est la vitesse à laquelle on les obtient qui mérite d'être ajustée. Mais tout cela ne m'empêche pas de jouer Loki avec ses illusions, Rocket et son jetpack, Cloak and Dagger et sa versatilité, et... Vous l'avez compris, le casting est diversifié, efficace et jubilatoire. Rendre fou les ennemis avec les illusions de Loki, créer le fameux portail de Strange, désintégrer l'équipe adverse avec Iron Man, terroriser l'ennemi avec le bras kraken de Winter Soldier, jouer à Call of Duty avec Punisher ou casser des bouches avec Iron Fist, vous allez trouver votre bonheur. Et c'est ce qui explique selon moi l'énorme succès du jeu. Si vous avez un personnage préféré de Marvel disponible dans le jeu et que vous parvenez à le maîtriser, alors le plaisir de jeu n'en sera que décuplé. J'adore Doctor Strange, et balancer des yeux d'Agamotto tel le sorcier suprême avant de lâcher une explosion de magie noire, ça n'a pas de prix. De plus, le jeu est assez accessible et propose des personnages pour tous les types de joueurs, du casu au hardcore gamer, jusqu'au compétitif avec des héros faciles à prendre en main et d'autres très durs à maîtriser ou à appréhender, ou d'autres comme Loki qui sont simples à comprendre mais très difficiles à maîtriser. Donc au-delà des styles de jeu, on en a pour tous les styles de joueurs. Et voir tous les héros préférés interagir entre eux procure également bon nombre de sourires. Je vous conseille vivement de mettre les sous-titres pour savourer les dialogues bien trouvés et qui renforcent l'attachement au héros. Puis bon, tout déchirer avec le team-up groupe Rocket comme dans le film, la sensation de plaisir est instantanée. Oh, yeah. Allez, petite liste de mes héros préférés. Dans les avant-gardes, Strange et Magneto, des piliers inflexibles et puissants avec leur bouclier. J'aime bien Thor, même s'il est beaucoup plus dur à maîtriser. En dueliste, j'aime beaucoup Psylocke parce que bon bah voilà, je suis un weeb. Namor pour contrer les flanqueurs et Scarlet parce que je suis amoureux d'elle même si c'est pas le meilleur perso du jeu. Dans les stratégistes, Rocket et Loki, l'un pour sa simplicité et l'autre pour sa complexité de jeu. Tout cela m'amène à aborder l'équilibrage. Et chose surprenante, c'est que malgré un aussi grand nombre de héros présents dès le lancement, le jeu est assez équilibré pour son système de 6v6. La majorité des joueurs, dont moi, s'accordent à dire que seul Black Widow est vraiment en dessous des autres, avec Captain America dans certains cas. Tout le reste est globalement plus que jouable et pouvant être très fort à haut et bas niveau. Mais c'est sans compter les différentes métas qui s'installent au fil des patchs, provoquant inévitablement des déséquilibres. En saison 0, on avait les terreurs Ella et Hawkeye qui décimaient les rangs ennemis à coups de tir ultra puissants, et là en saison 1, c'est Storm et Moon Knight qui font pleuvoir la mort et la désolation via leurs puissantes compétences de zone. Des éléments à rééquilibrer, mais qui démontrent globalement une forme de maîtrise de la part du studio. Là où c'est plus discutable, c'est bien la roll queue absente du jeu. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est la mise en place d'une règle pour les parties classées, qui consiste à avoir 2 avant-gardes, 2 duellistes et 2 stratégistes par équipe, et de choisir son rôle au préalable avant de lancer la partie, pour garantir des compositions d'équipe équilibrées. Et bien Marvel Rivals ne propose pas ce système, laissant aux joueurs la totale maîtrise de la composition de leur équipe. Ce qui a ses avantages comme ses inconvénients, car vous pouvez tomber sur des joueurs très têtus voulant absolument jouer ce rôle ou ce personnage, pouvant aboutir à des situations où il n'y a pas de soigneur ni de tank, et c'est normal avec le nombre très important de DPS, ce fameux problème de disparité entre le nombre de personnages disponibles. À nous les joueurs de s'autoréguler pour trouver des compositions qui fonctionnent et de laisser place à notre créativité d'équipe. On a par exemple une composition à base de 1 tank, 3 duellistes et 2 stratégistes, une compo plus agressive donc, et la méta avec 3 supports qui commencent à émerger à l'heure où j'écris ces lignes et qui s'est complètement maintenue à l'heure où je l'enregistre. Personnellement, cette absence de roll queue ne me dérange pas, mais je comprends parfaitement la frustration.
Si tu es en solo, en compétition et que tu tombes sur un groupe de singes, full DPS, et toi tu te dis bon ok je vais prendre soigneur pour dépanner, et tout le monde va finir par te trash talk par un heal diff dans le chat après avoir perdu, bon bah c'est normal que tu aies des envies de Punisher après ce genre de partie. Ce qui incite vraiment à vous trouver une équipe en or avec qui jouer régulièrement, et à partager équitablement les rôles en fonction des affinités de chacun avec chaque héros. Même si l'aventure en solo et en compétition est tout à fait viable, il se fera davantage dans la frustration et la douleur. De plus, le mode compétitif souffre de plusieurs imprécisions assez contraignantes sur le long terme, comme la perte de division à chaque saison qui amène des mini-smurfs dans les divisions les plus basses, ou le fait de tomber sur des équipes quand tu joues en solo, ou inversement, ce qui crée des équilibres, ou le fait est que, avec moins de 50% de victoire sur l'ensemble de tes parties, tu peux quand même monter en rang dans la compétition, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Autre déconvenue notable, c'est l'encyclopédie des héros, qui est clairement incomplète. Rien que les statistiques de base, comme le nombre de PV et les dégâts de ses attaques sont absentes. Ou aussi les effets particuliers, ou les petites règles cachées. Vous saviez que vous pouviez activer le portail de Strange dans les airs? Que Wolverine fait plus de dégâts aux personnages ayant beaucoup de points de vie comme les tanks? Et le pire, c'est que ces infos existent sur le site de Marvel Rivals. Alors pourquoi ne pas mettre toutes ces informations dans le jeu? Mais bon, globalement, vous l'avez compris, côté gameplay, on est sur une grande réussite, bien qu'on puisse le qualifier de pas très original, et tout de même plus brouillon, et moins jusqu'au boutiste qu'Overwatch. Ce qui fait sa force, c'est la retranscription des héros Marvel et les éléments novateurs ajoutés par-dessus ce classicisme efficace, mais diversifié d'héros shooters. Mais Marvel Rivals a-t-il d'autres qualités, à commencer par ses graphismes? Eh bien la première chose qui frappe, c'est l'optimisation générale très bonne sur PS5. Je ne peux pas me prononcer sur le cas PC, mais j'ai cru comprendre qu'il y a eu quelques bugs, ainsi que des chutes de framerate lors du portail de Strange. On en a aussi sur PS5, mais cela est beaucoup moins frappant, ou du moins je n'en ai pas rencontré suffisamment pour me gâcher l'expérience de jeu. Après, il y a toujours des imperfections, le système pour mettre des pouces après une partie que si on ne fait pas gaffe, nous fait regarder le POTG du joueur, les hitbox de certains ultis comme celui de Jeff, mais heureusement cela a été patché, et le menu tournoi qui lance une animation de 5 secondes, ce qui est bien relou. Le jeu utilise le moteur graphique de l'Unreal Engine 5, et graphiquement, le jeu est très propre. Il n'y a aucune texture ou effet qui nous sort du jeu qui porte préjudice à la direction artistique. Une direction artistique des plus marquées et extravagantes, qui mélange la simplicité du comics à l'exagération du manga dans un tout très coloré et reconnaissable. On ne se pose pas la question, on identifie clairement tous les héros au premier coup d'œil. Matez les bras de Punisher, la coupe improbable de Wolverine, l'épée de Magic, cette énorme queue touffue de Squirrel Girl, cette gueule trognon à croquer. Oh bah oui, c'est qui le petit Jess? Gouzi 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 gouzi. Et matez-moi ces boules, bordel! Psylocke, Dagger, Susan Storm et Venom! Bon, on comprend vite pourquoi le jeu est à la troisième personne, hein. Tous les héros sont magnifiques, et c'est sans compter les multiples tenues proposées. Le jeu proposant ces versions des héros Marvel tout à fait convaincantes, j'aime beaucoup leur Scarlet Witch ou leur Adam par exemple, tout en faisant plaisir avec des skins issus des films et des comics qui ne manqueront pas de faire saliver une fois de plus les fans que nous sommes. Un atout majeur pour le système économique qu'on abordera un peu plus loin. Et franchement, y a pas à dire, tous les chara designs sont dingues et font transpirer de charisme nos protagonistes. Seul Iron Fist me laisse un peu perplexe car trop proche d'un Shang-Chi en termes de palette de couleurs. Et de Namor qui a, je trouve, une tête de con. Sérieux, on dirait Barry the Nice fusionné avec The Rock. Cette direction artistique arrive donc à la fois à se différencier des films et des comics tout en respectant l'essence des personnages et à conserver leur charisme, leur identité. Une réussite totale qui ne manque pas d'expliquer le succès retentissant du jeu et le gros crash de Concorde. Néanmoins, côté animation, tous les héros ne sont pas logés à la même enseigne. Dans son ensemble, le jeu a une bonne animation, mais certaines laissent clairement à désirer, comme la course de Spider-Man ultra rigide, les attaques de Captain America hachées, ou Penny Parker et son Évangélion aussi raide que mon tabouret. Ce sont des exemples, mais cela montre que le grand nombre de super-héros a tout de même posé quelques difficultés. Mais à côté de ça, les animations de Mr. Fantastic sont incroyables, celles de Scarlet sont ultra smooth, et Iron Fist est énergique à souhait, et plus clairement, les animations de victoire et de présentation sont bien énervées. Là-dessus, le travail est colossal et bigrement badass. Tu vois ça, t'as envie de jouer direct. Et le feedback des héros reste excellent, on ressent les pouvoirs du héros qu'on incarne. Cependant, pour les attaques au corps à corps, ce n'est pas encore ça. Typiquement, Hulk et Wolverine semblent avoir des attaques inoffensives en dépit de leurs dégâts tout à fait équilibrés. Mais quand tu compares Reinhardt et Brigitte d'Overwatch, force est de constater que Marvel Rivals a plus de mal avec le feedback des héros de mêlée. Alors que comme dit plus haut, Iron Fist est une réussite incontestable en termes de sensations. On peut aussi noter que certains héros semblent un peu nerfés. Je pense notamment à Magneto qui mériterait des animations plus impressionnantes pour faire honneur à la puissance du personnage, comme Doctor Strange qui est parfaitement réussi de son côté. Le verdict est encore une fois similaire.
Nous avons une base très solide, un bel exploit pour un projet si ambitieux et inédit pour le studio. Mais cela manque encore un peu de finition et d'ajustement, point où excellait Overwatch à ses heures de gloire. Concernant l'ambiance sonore, tout est une fois encore bien produit. Le menu, les effets, les musiques sont tous aux petits oignons, et on sent le budget pour que tout soit optimisé et que juste à l'oreille, on reconnaisse dans quel menu ou écran du jeu nous sommes. Et puis bon, rien que pour les... Again! The moon haunts you! Fear Magneto! Behold the God of Thunder! Et oui, les voix des personnages sont tous très bien castés, avec même des acteurs historiques comme Yuri Lowenthal, doubleur VO des jeux Spider-Man, ou Nolan North et Troy Baker. Mais gros point noir pour le reste du monde, pas d'adaptation linguistique, donc pas de version VF. En premier lieu, parlons du système économique. Vous avez 3 monnaies virtuelles. Les chronos jetons violets qui servent à débloquer le contenu du pass de combat, les unités bleues qui permettent de débloquer des objets dans la boutique, et enfin les gemmes jaunes qui sont la monnaie achetable en microtransactions. Ces dernières peuvent être converties en unités ou en chrono jetons selon vos envies. Et tous les éléments achetables via la boutique et le pass de combat sont cosmétiques. Rien ne va impacter le gameplay du jeu en dehors de votre talent. On est donc sur un contenu totalement facultatif. Mais comme évoqué plus tôt, les propositions de skins sont tellement... Allez, c'est bon, tiens, prenez mon argent là. Forcément que l'affect qu'on a sur certaines tenues va nous pousser à nos plus bas instincts. Comment résister au skin de Magneto en mode maître du magnétisme et le skin House of M? Sans parler des skins thématiques totalement originaux comme la Psylocke chaperon rouge. Oh vas-y, prends-moi. Non là, franchement, ils ont fait fort. Et tu m'étonnes que le jeu ait déjà rapporté plus de 100 millions de dollars. Et avec la réserve de skins des films et des comics, ils ont de quoi tenir mais alors des années sans forcer. Mais revenons au système économique. De base, vous allez remplir des défis quotidiens qui vous apporteront des chronojetons. Ils vous serviront à débloquer du contenu du pass de combat, au nombre d'un par saison, dans lequel vous allez trouver des gemmes et unités. Mais en quantité assez limitée, ce qui vous poussera bien sûr à l'achat de gemmes pour vous acheter le skin de vos rêves, et parader telle une diva super héroïque sur le champ de bataille. Putain, le Iron Man de Endgame. Mais le point négatif, c'est que tout ce que je viens de vous expliquer, ça ne l'est pas dans le jeu. Tout est assez obscur au début, et c'est dommage car on comprend pas très bien la valeur des monnaies ni comment elles fonctionnent, alors qu'il y a tout un système bien rodé pour vous faire passer à la caisse. De plus, le pass demande un équivalent de 10€ de gemmes pour l'acheter, mais il ne faut pas oublier que le jeu est gratuit. Mon seul regret c'est le fait de ne pas pouvoir débloquer plus de chronojetons, par exemple donner 5-10 chronojetons à chaque partie pour compléter, pour ne pas être dépendant des missions qui se renouvellent chaque jour, mais dont on est totalement dépendant. Il y a bien quelques missions auxiliaires qui offrent des alternatives, mais rien de consistant. Ce qui pousse pas énormément à s'investir. On fait nos missions journalières, puis on part faire autre chose. On peut aussi jouer notre personnage jusqu'à la maîtrise dite seigneur, qui apporte des récompenses cosmétiques à notre ATH, ce que j'aime beaucoup. Modifier l'aspect de notre ATH permet de donner un vrai sentiment de progression, tout en se distinguant des autres. Mais ce n'est pas assez poussé selon moi. Ce sont vraiment les héros et la maîtrise de leur gameplay qui vont vous pousser à revenir. Même des héros qui ne m'ont semblé pas engageants en premier abord comme Namor et Moon Knight sont finalement devenus mes persos principaux en prenant le temps de les découvrir. Mais on aurait aimé plus de récompenses. Et si on sent l'immense travail qui a été fait pour nous proposer un tel casting dès le lancement, on ressent également le manque de temps pour proposer plus de skins pour chaque personnage. Même des skins basiques, comme un simple changement de palette de couleurs. Cependant, le jeu propose de collecter des cases de galeries, où chaque galerie correspond à une saison du jeu sous forme de livres de comics. Chacune des cases comporte des informations sur le lore et l'histoire du jeu. C'est une référence assez élégante aux matériaux d'origine utilisés par le jeu. On y apprend le contexte de chaque carte et comment les événements montrés dans les trailers se sont déroulés. On y apprend pourquoi Dracula, le méchant de la saison 1, a investi New York et quel héros il a affronté et quels sont ses liens avec les Fatalistes qui ont déclenché cette guerre multiverselle et pourquoi c'est Galacta, fille de Galactus, qui commente nos matchs. Tout ce background ajouté permet de donner bien plus de profondeur en jeu en racontant sa propre histoire. Sur la map New York, vous ne faites pas que pousser un chariot, vous escortez Herbie, le robot des 4 Fantastiques, pour qu'il réactive la tour des Avengers pour sonner la contre-attaque contre Dracula. Ainsi, cela donne un peu plus de sens à nos parties et nous donne des objectifs liés à chaque carte, autre que simplement remplir les conditions de victoire de la partie, donnant plus de force à notre combat. Même si bon, une fois qu'on connaît tout le lore, on se concentre vite sur le baston en oubliant tout le reste. Du heal, bordel! Du heal! On va mourir sans heal! Cet ajout de lore constant souligne aussi l'importance du suivi que propose NetEase pour son jeu. Régulièrement, nous avons des mages, patchs et autres événements qui rythment les saisons. Saison qui arrivera tous les trimestres et le studio a déclaré vouloir livrer un héros toutes les 6 semaines. Ce qui est assez énorme car si on fait des comptes prévisionnels,
en un an, on peut s'attendre à 8 terreaux. Proposant toujours plus de skins, de modes de jeu et d'événements, Marvel Rivals est sur un très bon lancé pour ses premiers mois. En conservant ce modèle durablement, le suivi n'en sera que plus exemplaire en termes de nouveautés. Restent les questions d'équilibrage et de correction de bugs qu'on espère réactifs si le besoin apparaît. Et tout ce programme est clairement annoncé au travers d'une communication assez transparente et méthodologique, le studio n'hésitant pas à proposer statistiques et planning afin d'améliorer l'expérience de jeu. Encore une fois, tout cela n'est en rien révolutionnaire, et c'est même la base de ce qu'on attend pour un jeu du genre. C'est simplement bien fait, et en toute transparence. Avec cette philosophie et ce sentiment d'être respecté, il devient beaucoup plus facile d'accepter de payer des choses considérées futiles, comme le pince de combat ou des skins, car le travail est suffisamment qualitatif et la relation entre joueurs et studio suffisamment saine pour le faire. Mais on reste des pigeons les gars, sachez-le. Mais en même temps, quand tu vois ces skins, bon bah il y a le bon et le mauvais pigeon. Bon bah ça y est, on a fait le tour et je crois que vous l'avez compris si vous êtes encore là, mais Marvel Rivals est à mes yeux une réussite. Bien que brouillon par moments, imprécis par d'autres, ou pas encore totalement au point sur certains aspects bien spécifiques, le jeu se révèle être une démonstration de ce que doit être un hero shooter Games as a Service. Arrivant à composer avec un aspect fun et jouissif et un aspect immersif et engageant, il propose une structure certes classique, mais parfaitement fonctionnelle et proposant suffisamment de mécaniques différenciantes apportées par l'univers Marvel pour sortir du lot et se tailler une place sous le soleil des hero shooters. Peut-il même se tailler la place du successeur d'Overwatch? Absolument. Mais possède-t-il les épaules pour supporter cette place? Seul l'avenir nous le dira, et peut-être qu'à l'instar de son prédécesseur, Marvel Rivals se brûlera lui aussi les ailes. C'était The Old Padawan sur le test de Marvel Rivals, merci de m'avoir écouté, dites-moi ce que vous avez pensé du jeu ou si vous avez des remarques concernant le format de la vidéo et le test, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, ciao, et n'oubliez pas, Avenger Assemble!